Voici l'Europe en 1871, c'est-à-dire au lendemain de la victoire de la Prusse sur la France et de la proclamation de l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces à Versailles. La France a perdu l'Alsace-Lorraine et le chancelier Bismarck cherche à protéger le nouvel État allemand d'une possible revanche de la France. Pour cela, il se rapproche de son ancien adversaire, l'Autriche-Hongrie, et en 1873, l'Allemagne signe un premier accord international dit Entente des trois empereurs avec l'Autriche-Hongrie et la Russie. En 1882, une nouvelle alliance voit le jour, intégrant l'Italie mais excluant cette fois la Russie, car les ambitions et les manœuvres de Saint-Pétersbourg dans les Balkans, tout comme ses visées sur les détroits turcs, sont en opposition avec les intérêts de Vienne. La formation de cette triple alliance entraîne la formation d'un second bloc opposé. En 1907, nous voici avec la Triple Entente. Le Royaume-Uni et la France ont signé un accord auquel est venue s'adjoindre la Russie, car Londres s'inquiète de la montée en puissance de la flotte de guerre allemande. D'un côté, la Triple Alliance, à laquelle on peut associer l'Empire ottoman, allié de l'Empire allemand dont il dépend financièrement, mais aussi la Roumanie, la Bulgarie, qui se sentent menacées par les visées russes en direction des détroits turcs, et puis de l'autre côté, la Triple Entente, à laquelle on peut associer la Serbie, un pays slave protégé par la puissance russe. Cette configuration d'alliance se double d'une course aux armements. Entre 1870 et 1914, les dépenses militaires des puissances européennes ont augmenté de 300%. Et en août 14, lorsque la guerre éclate, le nombre de soldats et de réservistes s'élève dans la Triple Entente à près de 11 millions d'hommes et dans la Triple Alliance à près de 9 millions d'hommes. La France et l'Allemagne élaborent aussi des plans militaires. Côté allemand, c'est le plan Schlieffen, formulé en 1905, puis adapté jusqu'en 1914, et ce plan mise sur une mobilisation très lente de la Russie, du fait de son étendue géographique et de l'insuffisance de ses infrastructures de transport. C'est pourquoi il prévoit une concentration des forces allemandes sur le front ouest pour une attaque rapide contre la France, en violant la neutralité de la Belgique et du Luxembourg. Ceci dans le but de neutraliser au plus vite l'armée française et de pouvoir ensuite se retourner contre la Russie. Au contraire, le plan français, dit plan 17, conçu en 1913, prévoit de concentrer les troupes françaises à l'est afin de bloquer les troupes allemandes et de récupérer l'Alsace-Lorraine. Il compte sur une attaque allemande rapide contre la Russie et ne prend pas en compte l'hypothèse d'un assaut contre la France passant par la Belgique. Ces deux plans commencent à être mis en œuvre, tandis que les tensions montent entre la France et l'Allemagne du fait des rivalités coloniales, notamment sur le dossier marocain. Alors, voici une carte des Balkans en 1911, avec au sud l'Empire ottoman, la Grèce, indépendante de l'Empire ottoman depuis 1830, le Royaume de Serbie depuis 1882, le Royaume de Bulgarie depuis 1908, le Royaume du Monténégro depuis 1910 et l'Autriche-Hongrie qui a annexé la Bosnie et l'Herzégovine en 1908. Dans les Balkans, les conflits et les affrontements entre minorités ethniques se multiplient, et cela dans un contexte marqué par la lutte d'influence que se livrent la Russie et l'Autriche-Hongrie autour de cette région. En mai 1913, à l'issue de la première guerre balkanique, les frontières ne sont pas officiellement fixées, mais on voit ici les gains territoriaux des pays vainqueurs. Et de plus, les frontières d'un nouveau pays, l'Albanie, sont tracées, mais son territoire est occupé par les Monténégrins, les Serbes et les Grecs. En somme, l'Empire ottoman perd la majeure partie de ses territoires européens. Mais le partage des terres conquises entre les vainqueurs est difficile. On a des conflits entre États récents, des conflits entre empires finissants, des conflits de minorités et des nationalismes. Ainsi, les Balkans concentrent tous les éléments de tension non maîtrisables. Et de fait, c'est dans ce contexte qu'intervient l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, dont le mobile se fonde sur tous ces facteurs de tension. L'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand, est assassiné avec son épouse par un Serbe de Bosnie, opposé à l'occupation autrichienne. L'Empire austro-hongrois met en cause la Serbie, lui adresse un ultimatum avec l'assentiment d'Allemagne.
Cet ultimatum, en 10 points, exige notamment la participation des Autrichiens à l'enquête, ce qui est considéré par Belgrade comme une incursion dans les affaires intérieures du pays. Donc les Serbes rejettent l'ultimatum. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare donc la guerre à la Serbie. Le 30 juillet, la Russie, alliée de la Serbie, déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le mécanisme des alliances, triple entente, triple alliance que nous avons décrit plus haut, se met alors en route. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. La France, qui vient de perdre le pacifiste Jaurès, assassiné comme un symbole le 31 juillet par un déséquilibré, réagit en mobilisant ses troupes pour défendre la Russie. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France, puis envahit la Belgique, restée neutre, en application du plan Schlieffen. Eh bien, c'est un casus belli pour le Royaume-Uni, qui déclare alors la guerre à l'Allemagne le 4 août. La Première Guerre mondiale a donc commencé.